Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire, candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, une candidature portée sous le sceau du maintien de la paix. Que gagne la Côte d'Ivoire si elle est retenue? Yerman Guivet. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférences sommet, campagne de séduction des investisseurs. Toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale et dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution, parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde. Ce vendredi donc va se dérouler le vote pour le renouvellement des membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire est candidate avec la Guinée équatoriale pour la zone Afrique. Comment va se dérouler le vote? Quelle est la mission d'un membre non permanent? Diffère-t-elle de celle d'un membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? Élément de réponse avec Sylvie Touré. De l'inamovible club nucléaire, composé des 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, détenteurs exclusifs du droit de veto, siègent également au Conseil de sécurité de l'ONU des membres non permanents. Leur nombre est passé de 6 à la création de l'organisation en 1945 à 10 en 1965. Objectif, assurer une répartition géographique équitable des États membres. Cette nouvelle cartographie confère 5 sièges à l'Afrique et à l'Asie, 1 siège à l'Europe orientale, 2 sièges à l'Amérique latine et 2 sièges à l'Europe occidentale et autres États. Ces membres sont élus aux 2/3 des 193 membres de l'ONU pour un mandat de 2 ans non renouvelable immédiatement. Les critères d'éligibilité tiennent compte de la participation des États candidats à la vie de l'organisation et de leur participation aux opérations de paix. Ils partagent avec les membres permanents la responsabilité principale du maintien de la paix dans le monde et de la sécurité internationale, comme stipulé dans le chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. Pour les 2 places en jeu dans la zone Afrique, le continent joue la carte de la solidarité. Il présente 2 candidats, la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat et la Guinée équatoriale, néo-candidate à ce poste. Le vote est prévu ce vendredi 2 juin au cours de la 72e Assemblée générale, ouverte le 31 mai à New York. L'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, a célébré hier son 25e anniversaire dans ses locaux à Cocody. Au cours de cet événement, il s'est agi de baptiser des bâtiments et salles des noms de quelques pionniers du secteur de la communication et de la formation professionnelle. Le personnel méritant de l'établissement a également été décoré. On en parle avec Ahmed Traoré. Son reportage est commenté pour vous par Issa Chonan. Anciennement studio-école, qui ne formait que des agents de la RTI,
Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication, s'est métamorphosé en un groupe d'écoles. Cette institution a 25 ans aujourd'hui et est composée de 5 écoles: journalisme, production audiovisuelle, publicité marketing, art et images numériques et technologie de l'audiovisuel. Lors de la célébration du 25e anniversaire, les autorités de l'Institut ont baptisé des bâtiments des noms de quelques figures marquantes du secteur de la communication. L'on peut citer entre autres Daniel Boni-Claveri, Laurent Donafologo, Blé Gaillet-Raphaël. Il y a juste 2 ans, l'ISTC a été érigé en institut polytechnique par le président Alassane Ouattara. Si nous sommes réunis autour des 25 ans de l'ISTC polytechnique, c'est bien parce que les ministres de tutelle successifs, par leur engagement, ont donné des moyens conséquents pour faire éclore ce centre d'excellence. Une initiative jugée opportune par le ministre de la Communication et le parrain de la manifestation. Ici, en effet, 20 nationalités ont été accueillies en 25 ans, ce qui confère à l'ISTC le caractère d'institut panafricain. Les techniques de l'information et de la communication ont bouleversé les échelles de la communication individuelle et collective dans notre société, qui a fait de la communication une épine dorsale de son développement. 73 diplômes d'honneur et 10 médailles de reconnaissance ont été attribués au personnel méritant. Sur cette liste figure Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC. La tribune du GEPSI, c'est un espace d'échange d'informations initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. C'est un cadre qui permet aux invités de s'exprimer sur des sujets de grande importance en vue de contribuer à l'émancipation politique, économique et sociale des populations. Pour cette édition de la tribune du GEPSI, le thème choisi est « Au cœur de la croissance économique ivoirienne » et l'invité est Théophile Awandoli, directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, auteur d'un ouvrage intitulé « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », ouvrage dont l'auteur a décrypté le contenu autour d'un petit déjeuner de presse à l'espace Latry aux Deux Plateaux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. On en parle avec Chantal et Ouman Akandan. Ce petit déjeuner débat initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, est une opportunité pour l'invité du jour, Théophile Awandoli, auteur du livre « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », a fait une analyse rétrospective et critique de la politique économique ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Depuis 1893, comment l'économie ivoirienne a évolué? Pourquoi elle a évolué ainsi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les atouts de cette économie? Et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer la marche de cette économie ivoirienne? Pour l'auteur, ce livre est une contribution au développement de son pays à travers son expérience professionnelle. C'est le symbole de l'économie qui est l'éléphant, mais qui va à l'émergence. Donc il n'y a aucune antinomie entre les deux choses. C'est juste un symbole de cet éléphant qui avance allègrement vers l'émergence sur le président Ouattara. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est un ouvrage de 2 tomes de 526 pages au total. Le premier retrace des élans maintes fois brisés sur le chemin du développement. Et le second, intitulé « De l'effondrement au sursaut », parle de la relance économique afin de se hisser au rang des pays émergents. Il ne faut pas que nous continuions à vendre à l'extérieur que des matières premières, donc aller à la transformation. Cette œuvre a été présentée officiellement le 21 avril dernier au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce petit déjeuner organisé par le GEPSI a été le cadre d'une présentation plus technique et plus approfondie de l'ouvrage. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est préfacé par le président de la République, Alassane Ouattara.
Plusieurs questions posées à l'auteur ont permis de jeter des regards critiques sur la trajectoire de croissance et de développement de la Côte d'Ivoire. Cette trajectoire, selon l'auteur, passe par 17 grands défis, entre autres des investissements massifs mais judicieux, la mobilisation de l'épargne intérieure, la promotion des PME-PMI et leur accès au crédit et le capital humain. L'opération de remboursement des souscripteurs d'agrobusiness connaissait quelques blocages. La raison, l'État de Côte d'Ivoire et les banques étaient engagés dans une procédure judiciaire au tribunal de commerce. Au cœur du malentendu, la protection juridique demandée par les banques avant tout paiement. Heureusement, depuis le 9 mai dernier, cet obstacle au remboursement est levé. Information donnée donc hier jeudi à Abidjan par l'administrateur séquestre, Drissa Koné. Il s'exprime ici au micro de notre reporter, Lanside Bakayoko. Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les germes conflictuels, je vais dire, dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau des paiements, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc, c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des veuves, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, seulement il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur, le sentiment de frère, le sentiment humain, pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA. L'actualité internationale en bref. Au Mali, une nouvelle attaque contre un camp de l'ONU et de l'opération Barkhane a fait plusieurs blessés hier matin, dont un soldat français grièvement touché. Les attaques dans cette ville contre les forces de maintien de paix et étrangères se multiplient depuis des mois. Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, comme il avait promis de le faire pendant la campagne, au nom de la défense des emplois américains et de son slogan « L'Amérique d'abord ». Si ce retrait n'est pas vraiment une surprise, il n'a pas manqué de provoquer la colère des nombreux pays signataires. La communauté internationale regrette largement cette décision. La décision était attendue et elle est désormais officielle. Les États-Unis ne déménageront pas leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Pour le moment, Donald Trump en avait fait la promesse durant sa campagne, mais il a décidé hier jeudi de reporter ce déménagement. Une décision prise afin de ne pas entraver le processus de paix que le président américain tente de relancer. Fin de ce journal, à demain, 6h30.